Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment trouver la mise de fonds pour investir en immobilier? Voilà la question que je reçois chaque jour dans mon courrier. Voilà la question que je reçois chaque jour en commentaire de mes vidéos. Depuis que j'ai commencé à publier des vidéos sur l'immobilier au Canada, je reçois beaucoup de questions et je constate que la préoccupation de la majorité des personnes, c'est le manque d'argent. Surtout les immigrants qui me contactent, ceux qui sont déjà là depuis quelques années, ou bien même ceux qui viennent d'arriver et qui veulent investir en immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner 6 moyens, 6 astuces pour trouver la mise de fonds afin d'investir en immobilier. Salut à toi une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada et sur cette chaîne YouTube, je parle des réalités de la vie au Canada, je parle de l'immobilier et je parle également de l'éducation financière dans le contexte canadien. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors, pour revenir à notre sujet, comment trouver la mise de fonds pour investir en immobilier? C'est le problème majeur des personnes, des débutants qui souhaitent investir en immobilier et même des personnes plus avancées en immobilier. Je peux vous dire, même aujourd'hui encore, j'ai parfois des difficultés à trouver la mise de fonds pour certaines transactions. Ok, donc, si vous voulez vous lancer en immobilier en tant qu'un investisseur, vous devez mettre dans votre tête que c'est un problème que vous devez constamment résoudre. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour vous qui souhaitez investir en immobilier, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment trouver l'argent. Je vais vous donner ces 7 astuces-là pour trouver votre mise de fonds. Et je peux vous garantir que si vous les mettez en application, je répète encore, si vous mettez ces astuces en application, vous allez non seulement trouver la mise de fonds pour acheter votre immeuble ou bien les immeubles et vous n'aurez plus jamais, je dis bien, jamais un problème de manque d'argent pour, n'est-ce pas, investir en immobilier. J'ai pris quelques notes ici pour ces astuces. Je vais vous donner 7 astuces, 7, ok? Et la 7e astuce va être très intéressante parce que je vais expliquer cette astuce-là à travers un exemple concret, c'est-à-dire à travers l'histoire d'un investisseur que j'ai écouté lors d'un événement de réseautage. Je vais partager cette histoire avec vous pour que ça vous inspire, pour que, voilà, si dans votre situation, vous pouvez mettre ça en application, ben, ça sera correct. Je vais également illustrer à travers des cas que j'ai vécu. Parce que parmi ces stratégies, il y a une de ces stratégies que j'ai appliquées pour acheter un immeuble au Canada. La première stratégie, c'est simplement ce qu'on appelle le RAP. Ça, c'est la première stratégie. C'est quoi le RAP? Le RAP signifie Régie d'accès à la propriété. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement du Canada pour permettre aux personnes qui ont un REER, ok, aux personnes qui ont un REER, régime enregistré épargne retraite. Le REER, c'est comme un endroit où le gouvernement vous permet, n'est-ce pas, de mettre l'argent pour votre retraite. Si vous avez un REER, vous pouvez utiliser le RAP. Ok? C'est quoi le RAP? Le RAP consiste seulement à sortir l'argent de votre REER pour acheter votre première propriété. Vous sortez de l'argent de votre REER pour acheter votre première propriété. Si vous résidez au Canada, que vous soyez résident temporaire, que vous soyez résident, votre employé doit sûrement vous cotiser au REER. Si vous regardez sur votre fiche de paie, vous allez voir cotisation au REER. Ok? Vous devez donc aller regarder combien vous avez dans votre REER. Ok? Et à partir de ça, vous pouvez, n'est-ce pas, faire le RAP. Comment ça se passe le RAP? Vous sortez l'argent de votre REER sans payer d'impôt là-dessus. Parce qu'en général, lorsqu'on sort l'argent du REER, on paie l'impôt dessus. Vous êtes imposé lorsque vous sortez. Mais lorsque vous sortez de l'argent du REER pour acheter votre première propriété à travers le programme RAP, vous n'êtes pas imposé. Donc, vous pouvez sortir jusqu'à 25 000 $ dans le RAP. Si vous êtes seul et si vous êtes en couple, vous pouvez sortir jusqu'à 50 000 $. Et ce qui est intéressant avec le RAP, c'est que le gouvernement vous donne 15 ans pour rembourser le prêt. Et en plus de 15 ans pour rembourser ce prêt, vous avez 2 années de sursis. Ça veut dire, si vous prenez le RAP, vous prenez 25 000 $ dans votre REER à travers le RAP pour investir en 2024, vous allez commencer à rembourser à partir de 2026.
Donc, ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place pour acheter votre première propriété au Canada. Ça, c'est uniquement disponible pour ceux qui n'ont pas encore eu une propriété au Canada. OK? La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle l'équité. Vous pouvez utiliser l'équité. Généralement, c'est pour ceux qui ont déjà une maison. OK? C'est pour ceux qui ont déjà une maison. Vous allez me dire, oui, Arthur, je suis immigré au Canada, je n'ai pas de maison, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une maison pour utiliser l'équité. Vous pouvez utiliser l'équité d'une autre personne pour investir en immobilier. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que vous contactez des personnes qui ont des maisons avec l'équité dessus? Et je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qui ont leur maison au Canada. Ils vivent là-dedans depuis 10 ans. Ils ne savent pas qu'il y a une équité disponible là-dessus. Or, si vous avez l'information et vous leur expliquez ce que vous voulez faire et en contrepartie, vous leur donnez un rendement. C'est sûr, si c'est quelqu'un comme votre parent, votre oncle, quelqu'un, il peut utiliser cette équité-là pour vous donner, pour vous aider à acheter votre première propriété. Mais si c'est une autre personne, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ben, si vous lui donnez un certain rendement sur cette équité, ben, la personne sera ouverte à vous donner l'équité sur sa maison. Alors, c'est quoi l'équité? L'équité sur votre maison, c'est la différence qu'il y a entre la valeur marchande de votre immeuble ou de votre maison et son solde hypothécaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez acheté un immeuble, je ne sais pas, il y a de cela dans les années 2000, vous l'avez acheté à 200 000 et aujourd'hui en 2024, votre immeuble vaut 300 000. OK? Aujourd'hui, la valeur marchande de votre immeuble ou de votre maison, c'est 300 000 $. Et vous avez déjà remboursé, le solde qui vous reste peut-être, c'est 100 000 $. Il y a déjà comme 200 000 disponibles. OK? Mais la banque ne vous prête pas ça. La banque va vous prêter, va faire comme 80%. Il y a un calcul que la banque fait pour, n'est-ce pas, sortir l'équité de votre maison ou de votre immeuble afin de vous prêter dans le cadre, n'est-ce pas, de l'utilisation de l'équité. Donc, en gros, c'est ça. Donc, vous prenez ici, attendez, ici, vous prenez 80% de 300 000 de la valeur marchande, moins le solde hypothécaire. OK, 80% ici, ça va faire 240 000, moins 100 000. OK, ça va faire 140 000 est disponible. Que vous pouvez utiliser pour acheter, n'est-ce pas, un autre immeuble, ou alors que quelqu'un que vous connaissez, à qui vous avez confiance, peut sortir cette équité. Et vous n'êtes pas obligé de prendre tous les 140 000. Sur ces 140 000, vous pouvez prendre une portion. Par exemple, si vous avez besoin de, je sais pas, 25 000, on peut sortir 25 000 là-dessus et la personne vous donne, vous achetez votre immeuble. Une fois de plus, c'est votre façon d'approcher la personne et votre projet immobilier que vous avez et la façon de présenter qui va convaincre quelqu'un de sortir cet argent pour vous donner. Donc, la troisième approche ou la troisième astuce, c'est ce qu'on appelle la collatérale. C'est ce qu'on appelle la collatérale. La collatérale, c'est quoi? La collatérale, c'est comme une garantie. C'est comme une garantie. Ça veut dire quoi la collatérale? Ça veut dire vous souhaitez acheter une maison, un immeuble, et vous avez un autre immeuble où quelqu'un que vous connaissez, un membre de votre famille, un ami, un collègue, a une maison sur laquelle il y a une équité. Admettons que son équité, je vais faire simple. Son équité, c'est 140 000. OK? Et vous avez besoin, par exemple, de 70 000 pour acheter votre immeuble. Pour utiliser la collatérale, la banque va venir mettre une garantie, va prendre une garantie de 70 000 sur ces 140 000. C'est-à-dire, l'argent ne sort pas. La banque met comme une garantie sur les 140 000 pour vous sortir 70 000 afin de financer votre mise de fonds pour l'achat de notre immeuble. Or, dans le cas de l'équité, les 140 000 sortent, n'est-ce pas, de l'immeuble. Or, la collatérale, on garantit, c'est-à-dire on scelle ça comme garantie, afin, n'est-ce pas, d'acheter un autre immeuble. La banque garantit et vous prête l'argent en prenant l'équité comme garantie. Donc, j'espère que c'est compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et la quatrième stratégie, c'est ce qu'on appelle le love money. Le love money. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Le love money, c'est simplement utiliser l'argent des gens
autour de vous, les membres de votre famille, votre oncle, votre grand-mère, vous leur présentez votre projet et vous leur demandez, n'est-ce pas, de mettre l'argent dans votre projet. C'est ça qu'on appelle le love money. C'est utiliser l'argent des gens qu'on aime. C'est-à-dire, parce que la personne vous aime, parce que la personne a confiance en vous, elle est prête à vous prêter de l'argent. OK? À vous prêter de l'argent. Maintenant, beaucoup de gens qui ne croient pas au love money. Il y a des gens, vous allez vous dire, non, je n'ai pas de famille. Vous n'avez pas besoin d'avoir la famille, même des amis. La question maintenant, c'est ce que vous leur proposez en retour. Ce qu'on appelle le retour sur investissement. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Avant même de leur proposer quelque chose, est-ce que vous demandez? Parce que lorsqu'on parle de love money, les gens pensent que c'est aller quitter de l'argent, quémander de l'argent. Une fois de plus, lorsque vous voulez utiliser le love money, c'est dans votre façon de présenter votre projet qu'un membre de la famille va, n'est-ce pas, accepter de mettre l'argent dans votre projet, dans votre investissement. Et offrez-leur un rendement sur l'argent. Vous allez voir, il y aura des gens, il y a des gens qui ont de l'argent, mais n'ont pas le temps d'investir en immobilier. OK? Ils ont de l'argent en bas. Et je peux vous dire que depuis que moi, je suis familier au financement créatif au Canada et que je parle aux gens, je peux vous dire, les gens ont de l'argent. Souvent, c'est parce qu'on ne demande pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas le temps. Donc, vous pouvez utiliser le love money pour, n'est-ce pas, acheter votre immeuble. La cinquième stratégie, c'est simplement ce qu'on appelle le partenariat. OK? Le partenariat. C'est cette stratégie que j'ai utilisée pour acheter mon premier immeuble. Le premier immeuble que j'ai acheté au Canada, je l'ai acheté en partenariat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Non, je vais avoir mon immeuble tout seul. Je comprends parfaitement cette situation. Vous voulez acheter votre immeuble tout seul, il n'y a pas de problème. C'est un choix. Moi, en fait, comment est-ce que j'ai utilisé le partenariat? J'avais trouvé un immeuble. OK? J'ai trouvé un immeuble, que j'ai les connaissances en immobilier. OK? L'immeuble, je prends un exemple. OK? Je ne vais pas entrer dans les chiffres exacts de ma transaction parce que c'est, pour l'instant, je préfère garder ça pour moi. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Je sais que dans le secteur où j'ai acheté cet immeuble-là, l'immeuble, en réalité, au moment où je l'achetais, coûtait 230 000. Connaissant le marché, connaissant le secteur, moi, j'ai pu avoir l'immeuble pour 190 000 $. Vous voyez qu'il y a une différence à peu près de 40 000 déjà qui se fait dès que j'achète. Et pour ça, on avait besoin d'une mise de fonds de, je pense que c'était 20%, je pense que ça devait être peut-être 20%. OK? On avait besoin d'une mise de fonds on avait besoin de 20%. À peu près 56 000. On avait besoin à peu près de 36 000 $ pour acheter l'immeuble. Étant donné que je n'avais pas la mise de fonds en ce moment, voir ma place. Est-ce que vous aurez laissé passer ce deal-là ou partager ce deal avec quelqu'un qui devait mettre 36 000 $ à votre place, à ma place? Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez laissé passer le deal ou alors partager le deal avec quelqu'un. Moi, j'ai préféré partager le deal avec quelqu'un que de laisser partir. Parce que si je laissais le deal partir, moi, j'aurais perdu mon temps, négocier, passer le temps à négocier, chercher le deal, j'aurais perdu mon temps et je n'aurais rien. OK? Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, cet immeuble-là vaut à peu près 270 000. Lorsque vous faites la différence entre 190 000 et 270 000, vous faites la différence. Voilà ce que j'aurais perdu en date d'aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus le marché augmente, plus ça va prendre la valeur. Donc, voilà le partenariat. Vous pouvez utiliser le partenariat, mais la condition pour utiliser le partenariat, c'est que vous devez avoir les connaissances en immobilier et offrir un certain rendement ou un certain part du deal à celui qui va mettre de l'argent dans votre immeuble. Et je peux vous assurer, avec cette stratégie, vous pouvez investir de façon illimitée. Vous devez simplement savoir comment structurer votre partenariat, savoir qu'est-ce que vous donnez en retour à la personne. OK, savoir ce que la personne et lui donner quelque chose en retour. Avec ça, vous pouvez investir. Par exemple, dans cette transaction, j'ai mis 0 $. Et pourtant, j'ai une partie de l'immeuble. Si on venait à vendre aujourd'hui, on vend à 270 000, moins 190 000, on a à peu près 80 000 $ de profit.
Or, si j'ai laissé passer le deal parce que j'ai dit je vais avoir mon immeuble seul, je ne veux personne, vous comprenez ce que je vais dire. Donc ça, c'est une stratégie. Sixième stratégie, c'est ce qu'on appelle la subvention du vendeur. Prenez bien les notes. Vous qui m'écrivez, vous me dites que vous n'avez pas la mise de fonds pour acheter votre immeuble. Il y a ce qu'on appelle la subvention du vendeur. Alors, la subvention du vendeur, c'est quoi? Si vous écoutez les vidéos sur YouTube, vous allez souvent entendre des gens vous dire, je suis sorti chez le notaire, j'ai acheté un immeuble, je suis sorti chez le notaire avec un chèque de 10 000 $, un chèque de 20 000 $, ainsi de suite. C'est grâce à cette stratégie. Ok, en partie, c'est ça. Il y a d'autres stratégies qui peuvent vous permettre de sortir chez le notaire avec de l'argent. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai des amis qui l'ont déjà fait. Donc, la subvention du vendeur, c'est quoi? Pour appliquer cette stratégie, il faut trouver un immeuble à un très très bon prix. Un prix vraiment, comme on dit, une vraie aubaine. Je prends un exemple pour vous expliquer. Vous trouvez un immeuble, ok, qui vaut 200 000, par exemple. Ok, c'est-à-dire l'immeuble vaut 200 000 sur le marché. Mais vu que l'immeuble a certains travaux, qu'il y a des travaux à faire dans l'immeuble, vous parvenez à négocier l'immeuble, par exemple, à 80 000. Dans votre tête, vous savez que vous pouvez mettre 20 000 en travaux. Ok. Vous mettez, pour mettre l'immeuble à jour, vous mettez 20 000 $ et ça va vous revenir à 100 000 $. Comment est-ce que vous faites ça? Vous négociez avec le vendeur de façon à ce que, dans l'hypothèse, dans le prix, le vendeur non seulement met les 80 000 $, d'accord, mais vous pouvez lui dire, par exemple, que les travaux vont coûter 50 000. Ok? Donc, vous allez aller chercher 130 000. Vous allez demander un financement à la banque de 130 000. Vous demandez un financement de 130 000. Et lorsque le vendeur prend l'argent, le vendeur prend ses 80 000 et il vous remet 50 000. Donc, comment est-ce que donc vous ne mettez pas l'argent dans cette stratégie? Comment est-ce que vous utilisez ça? Vous financez un immeuble de cette façon sans mettre l'argent. Ça va se jouer ici. Ok? Admettons que vous avez besoin, disons que vous avez besoin de 10% de mise de fonds. Ok? Vous avez besoin de 10% de mise de fonds pour acheter cet immeuble-là. Ok? Ça veut dire que sur ce prix, la banque va vous demander de prouver 13 000 $. 13 000 $, ok? Vous allez prouver 13 000 $, mais lorsque vous allez sortir, le vendeur va vous donner 50 000 $. Vous allez faire les travaux à 20 000 $ et il va vous rester 30 000 $. C'est-à-dire la mise de fonds, vous la récupérez ici et vous avez le profit. Voilà une stratégie que vous pouvez utiliser. Mais j'avoue que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il faut le dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut vraiment être un investisseur aguerri, même en tant que débutant. Le tout, c'est que une fois que vous avez ces informations, il faut mettre en pratique. Donc, c'est du cas par cas. Le tout, c'est d'avoir l'information et lorsque vous allez arriver face à une situation, vous allez l'appliquer. Or, si vous ne connaissez même pas que la stratégie existe, vous allez arriver devant un deal, devant un immeuble, ben vous allez passer à côté de 30 000 $ parce que voilà la stratégie de la subvention du vendeur. Et la dernière stratégie que je vais vous partager, ben, c'est simplement septième stratégie pour trouver la mise de fonds afin d'investir en immobilier. C'est vous allez utiliser votre créativité. Ok, je sais que vous attendez une stratégie bizarre, compliquée, non? C'est la créativité. Comment la créativité? Pour vous expliquer cette stratégie pour investir, à trouver la mise de fonds afin d'investir, vous devez utiliser votre stratégie. Je vais illustrer ça à travers un exemple. L'exemple est simple. Ça ne vient pas de moi, une fois de plus. Je fréquente des investisseurs et je suis beaucoup d'histoires. Des gens qui ont investi sans mettre de l'argent, qui ont pu trouver des façons créatives à trouver la mise de fonds pour investir à l'immobilier. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes filles, je dis bien deux jeunes femmes, qui, n'est-ce pas, voulaient acheter 3 terrains pour construire. Je mets ça ici, 3 terrains
elles n'avaient pas l'argent, elles avaient déjà trouvé le terrain. Le terrain correspondait parfaitement à ce qu'elles voulaient pour leur projet. D'accord? Elles n'avaient pas l'argent. Comment est-ce qu'elles ont fait? Une fois de plus, elles ont demandé. Dans la promesse d'achat, ok, elles ont demandé aux vendeurs, regardez ce qu'elles ont utilisé. Il faut vraiment, moi j'ai vraiment aimé cette stratégie. Elles ont dit aux vendeurs, nous achetons vos terrains avec $0 de mise de fonds. Parce qu'elles achetaient pour construire. Elles ont dit aux vendeurs, ok, vu que nous ne mettons pas la mise de fonds au départ, nous allons construire sur le premier terrain. Nous allons vous rembourser. Je prends un exemple. Admettons que ils vendaient chacun des terrains à $30 000. Ça, c'est une histoire qui date de 2022. Donc, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Elles ont pu négocier que une fois qu'on va construire, la banque va financer pour la construction du premier terrain. Nous allons te rembourser tes $30 000 avec 0% d'intérêt. C'est-à-dire, lorsque la construction s'est faite, la banque a financé, elles ont remboursé $30 000 parce que lui, le vendeur, voulait $90 000. Ok? Le vendeur voulait $90 000. $90 000. Ok? Maintenant, pour le deuxième, lorsqu'elles ont construit le deuxième terrain, elles se sont entendues que lorsqu'on va construire le deuxième terrain, ok, nous allons te rembourser nous allons te donner $30 000 pour le deuxième terrain et pour le troisième terrain, $30 000. Ok? Vous comprenez un peu la logique. Le vendeur voulait, pour ces trois terrains, $90 000. Ok? Dès qu'elles ont construit le premier, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Ici, c'est $30 000. Ok? Le premier terrain, on te rembourse $30 000 sans intérêt. Le deuxième, lorsqu'on te rembourse avec un taux d'intérêt de 3%. Et le troisième, on te rembourse avec un taux d'intérêt de 5%. Puisque ici, plus le temps passe, plus c'est risqué. C'est-à-dire, lorsque vous mettez l'argent quelque part, plus le temps passe, il faut que vous ayez un retour sur investissement. Et c'est ce qu'elles ont proposé. La différence, c'est que elles n'ont pas mis d'argent. C'est-à-dire, la mise de fonds, elles ont mis 0% de mise de fonds dans la transaction. Et pourtant, elles ont fait la transaction. Vous voyez? Voilà autant de choses que vous pouvez faire pour, n'est-ce pas, trouver la mise de fonds afin d'investir en immobilier. Alors, toi, aujourd'hui, tu me regardes, que tu sois au Canada depuis longtemps, que tu viens d'arriver, que tu t'es dit, ben, tu n'as pas la mise de fonds, tu ne sais pas comment trouver la mise de fonds. Ben, j'ai un programme que j'appelle financement, où je montre comment trouver le financement pour investir en immobilier au Canada et même pour investir dans d'autres projets que vous avez, vous souhaitez investir en Afrique, vous souhaitez investir dans d'autres domaines. J'ai un programme qui vous permet, n'est-ce pas, de trouver la mise de fonds afin d'investir en immobilier et dans d'autres projets. Si vous êtes intéressé par ça, écrivez-moi juste par courriel et voilà, je pourrais, n'est-ce pas, nous pourrons en discuter et je pourrais, n'est-ce pas, vous donner accès à la formation. Elle n'est pas gratuite, bien sûr. Elle est payante, mais le prix pour l'instant est tellement ridicule que ben, ça sera simplement dommage si vous passez à côté de cette opportunité. Écrivez-moi, ça me ferait plaisir de partager ces informations que j'ai à ma possession depuis des années que je me forme en immobilier et que j'investis en immobilier au Canada. Ciao.